Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Pulsar, donc c'est la troisième vidéo dédiée à Pulsar. On va reprendre encore quelques définitions, vraiment le but c'était pour éviter de surcharger trop la vidéo numéro 2 et de venir à quelques sujets un petit peu plus précis sur la vidéo 3 en termes de définition, de concept. Dans la prochaine vidéo on verra l'installation de Pulsar en mode standalone et ensuite on va dérouler un petit peu plus les choses, venir sur le stockage, voir ensuite la création d'un cluster, on verra tout ça ensemble. Alors ne vous inquiétez pas, hein, la définition pixelise un petit peu, je sais on me l'a dit un petit peu, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le fond et pas sur la forme, hein, donc c'est pas de voir ma tête à tout prix, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo dédiée à Pulsar. On continue donc les définitions qu'on avait vues précédemment. Donc on avait fait aussi ce petit schéma lors de la vidéo précédente. Donc on place les choses, hein. Donc on a des producteurs, on a des consommateurs qui sont connectés au broker, qui lui sert d'une part à faire du cache, d'autre part à communiquer avec l'espace de stockage qui est en dessous, ou le service de stockage plutôt qui est en dessous, qui est le bookkeeper, qui lui aussi en mode cluster, le broker en mode cluster également. Et puis tout ça, donc le broker et le bookkeeper, donc, parce que le bookkeeper également communique avec le zookeeper, donc tout ça communique avec le zookeeper. Donc d'un côté, le broker communique avec le zookeeper pour la configuration et le stockage, on y reviendra un petit peu plus, hein. C'est vraiment très important de se dire qu'il y a deux éléments parce qu'on peut scinder en deux les zookeepers pour les brokers, et pour les bookkeepers c'est uniquement du stockage, donc, mais également connecté aux zookeepers. Donc ça, on reviendra un peu plus dans le détail après. Rentrons dans ces nouvelles définitions. Là, on est sur une définition qu'on va dire plutôt logique, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir se la représenter tout à fait sous cette forme-ci. Ce qui aurait été bien, c'était de conserver finalement les topics, hein. Donc là, on peut imaginer un topic, un deuxième topic, etc. Et derrière, donc ces topics, on va pouvoir les mettre, donc on va mettre en mettre 3. Ces topics, on va pouvoir les regrouper dans des espèces de boîtes finalement, qui sont des couches logiques qui vont nous permettre de mieux les manager, mieux les gérer. Première couche logique, c'est le tenant. Donc c'est celui qui est la brique la plus grande, hein, donc c'est celle-ci. Le tenant va permettre de regrouper donc les éléments d'un point de vue logique à une échelle plutôt macro. Donc on parle de multi-tenancy puisque effectivement Pulsar va nous permettre de créer plusieurs tenants et gérer derrière un aspect d'isolation finalement. Imaginons qu'on a des clients différents, etc. On veut leur dédier des espaces, c'est très schématique, hein, mais dédiés à eux. Eh bien on peut le faire avec Pulsar, ce qu'on ne peut pas faire avec Kafka finalement. Et derrière, alors une petite typo, mais c'est sur le tenant qu'on va pouvoir agir en termes d'autorisation et d'authentification. Donc derrière, on retrouve bien cette couche logique d'isolation qui fait qu'à partir de crédentials donnés, on va pouvoir y accéder ou ne pas y accéder. Donc du coup, si on a plein de tenants sur un Pulsar, puisqu'on sait qu'on peut avoir des milliers ou des centaines de milliers de topics, et bien derrière on va pouvoir les regrouper en tenant et gérer et utiliser l'isolation pour permettre un peu plus de sécurité à travers l'ensemble de tous ces éléments. La brique juste en dessous du tenant et au-dessus du topic, pour le coup, c'est le namespace. Donc là, c'est ce qu'on représente ici, hein. On va pouvoir regrouper les topics dans un namespace. C'est également une unité, on va dire, administrative, une couche logique. Et c'est un espace dans le tenant qui permet d'organiser le tenant vraiment, également de définir des policies. Donc ça c'est important, on va le revoir par la suite, hein, de toute façon. Par exemple, on peut imaginer par exemple avoir un namespace dédié à un applicatif donné et avoir l'ensemble des topics de cet applicatif là, soit en termes de consommation, soit en termes de production ou autre, pas forcément ou autre justement, mais on peut avoir différents topics dans le même namespace. Et donc du coup on a des policies, que ce soit en matière de rétention, on va en parler juste après, ou de stockage, qui s'appliquent notamment
qu'à ce namespace. Donc ça, ces règles-là vont s'appliquer au namespace. C'est l'échelle en fait où on applique des règles. Donc c'est l'échelle un petit peu intermédiaire entre l'authentification et l'autorisation. C'est vraiment la brique macro et puis la brique un petit peu en dessous qui va nous permettre d'affiner, même pour un même client par exemple, client au sens métier qu'on va dire, on va pouvoir affiner les règles de policy, de rétention et de stockage, etc. Les policies, petite, pas anecdote, mais aparté, les policies sont stockées sous forme de topic, c'est-à-dire que les données relatives aux policies, les règles de policy, leur évolution, leur versionning de policy également, on a un versionning qui est fait, sont stockées dans un topic qui s'appelle __change events. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez sympathique à voir, c'est que finalement, les données qui permettent d'administrer Pulsar, en tout cas une partie, sont stockées sous forme de topic. C'est également ce qu'on retrouve un petit peu aussi pour certains points sur Kafka. Si on doit se représenter l'ensemble des éléments qu'on a vu entre la vidéo précédente et cette vidéo-ci, donc on a on avait vu la définition du topic. Donc cette URL qui définit le topic, cette sorte d'URL ou URI. On va retrouver donc le type de topic, donc persistant, non persistant, le nom du tenant, le nom du namespace et enfin le nom du topic. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une imbrication un peu poupée-russe de l'ensemble des éléments. Alors la rétention, c'est quelque chose de très important, c'est valable pour Kafka, c'est valable aussi pour Pulsar, parce que c'est un élément très important quand on fonctionne en commit log, ce qui n'est pas le cas quand on fonctionne en message queue, puisque de toute façon les message queue consomment les messages directement. Le commit log, lui, il a vocation à garder les messages, mais on peut pas les garder, on peut les garder indéfiniment, mais il y a quand même pas mal de limites à ça. Donc derrière, il faut avoir généralement des règles de gestion de cette rétention des messages. Alors on parle de backlog, une petite définition comme ça au passage, c'est les messages qui sont stockés dans Pulsar mais qui ne sont pas encore traités. Donc le backlog, un petit peu comme voilà, si vous fonctionnez en mode Scrum par exemple, on parle également de backlog. Là c'est exactement le même principe, c'est des messages à traiter par topic et souscription. Attention, très important, un topic, une souscription peut avoir traité l'ensemble des messages du topic, une autre souscription sur le même topic peut très bien ne pas avoir tout consommé. On l'a vu lors de la vidéo précédente, ça c'est quelque chose qui est important. On retrouve également sur Kafka ce principe-là avec les consumer group, très très important. Ensuite, la rétention, l'autre élément qui joue aussi sur ces aspects de rétention au sens large, cette fois-ci, c'est est-ce qu'on est sur un type persistant ou non persistant. Donc là, on parle vraiment de type de topic. Soit donc il est persistant, donc il est persisté sur disque, soit il est non persistant et il est non persisté sur disque, donc il est stocké en mémoire. Là, l'impact derrière, bien sûr, c'est si on a un redémarrage du cluster, des machines, on a potentiellement le risque de perdre ce fameux topic. Donc même si on gagne en termes de performance, on perd très très gros dans l'histoire. Donc vraiment un choix qui est très très fin à faire. Ensuite, il faut distinguer deux choses importantes. D'une part, la rétention. Donc la rétention, c'est le fait de garder les messages pendant un certain laps de temps donné ou volume, que ces messages soient acquittés ou non. C'est-à-dire qu'on a le topic, on va garder les messages de ce topic-là, qu'ils soient acquittés ou non. S'ils ont été acquittés, peu importe, on va quand même continuer à les garder pendant un certain laps de temps ou un volume donné, donc en termes de taille. L'autre élément qui agit également, c'est que pour chaque message, on va pouvoir, ou avec des politiques plus globales, affecter un time to leave, un TTL. Donc là, derrière, ça va être le délai suivant lequel le message, on va le considérer comme automatiquement acquitté. Donc ce qui est un autre élément par rapport à la rétention. Néanmoins, l'un peut agir, peut être pris en compte par l'autre. Mais ce qui est important, c'est vraiment de distinguer les deux, bien distinguer la rétention qui, elle, soit consommée ou non consommée, les messages peuvent se retrouver complètement supprimés par une règle de rétention. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très critique. Si votre applicatif, vous avez une durée de rétention de 24 heures et que votre applicatif à l'heure actuelle, il ne permet pas de rattraper un retard de 24 heures, vous allez avoir forcément quelque chose d'assez problématique à gérer. Ce qui n'est pas le cas avec le TTL, ce qui finalement est assez différent.
Alors, ensuite, un autre élément important qui est beaucoup plus important finalement, en tout cas beaucoup plus prégnant dans RabbitMQ, c'est le routing. Donc là, on se situe en phase amont dans la production des messages pour les affecter aux topics. Donc on a des topics, on a des messages, et derrière les messages, il va falloir les distribuer dans les bons topics suivant les règles qu'on va souhaiter avoir. Donc ça, c'est une chaîne, finalement, qui va permettre la distribution des messages. Sur les partitions, il y a 3 modes de répartition de ces messages. Le premier mode, c'est le run robin, donc du coup, on va vraiment switcher suivant les partitions, on va dire, on va switcher au fur et à mesure. Donc on a un topic, ça s'applique le routing, pas sur les topics, sur les partitions. Donc le producteur va utiliser la fameuse URI qu'on a vue tout à l'heure pour se connecter à un topic, et au sein de ce topic, on a différentes partitions. Souvenez-vous le schéma qu'on avait vu lors de la vidéo précédente. Sur ces partitions, derrière, on peut soit affecter les messages en mode round robin. Donc ça veut dire que, mettons, on a 3 partitions. Premier message, le numéro 1, on va l'affecter à la première partition. Le deuxième message, on va l'affecter à la deuxième partition. Le troisième message à la troisième partition, et ainsi de suite, comme ça. Donc c'est vraiment très distribué. Ça, c'est le mode round robin. Donc c'est pas strictement distribué comme ça, mais grosso modo, ça donne ce résultat-là. Ensuite, on a le single partition. Donc là, c'est vraiment en mode célibat, on va dire. On envoie les messages qu'à une seule et unique partition, et c'est tout. Et ensuite, on a le mode custom partition. Donc, suivant une clé de répartition, on va répartir ces messages, les distribuer sur l'ensemble des partitions qu'on a à notre distribution. L'autre côté, on a donc le fait, donc on a des producteurs, donc on a les consommateurs. Les consommateurs, on a dit que eux utilisaient une subscription, je sais pas, entre l'anglais et le français, pas forcément évident, subscription, on va dire, ça va être assez marrant à regarder cette vidéo après, peu importe. Derrière, ça rejoint assez exactement le même concept que les consumer group. Alors, le principe, c'est très simple, c'est comment, de quelle manière les consommateurs, les consumers vont pouvoir récupérer ces messages. Donc là, il existe 4 modes en fait, hein, c'est assez simple au niveau de Pulsar. Le premier mode, c'est exclusif, c'est-à-dire que il n'y a qu'un seul consommateur et c'est tout. On ne veut pas en avoir d'autres, il n'y en a qu'un seul qui souscrit à ce topic en question. Et il n'y a que lui qui consomme, c'est tout. Ensuite, on a le mode failover, c'est-à-dire que j'ai un consommateur qui a souscrit, donc qui fait partie du pool de souscription, mais j'en ai un autre, et le deuxième, lui, il va servir de backup finalement, donc il va rester là, il est pris en compte, il ne va pas consommer, mais si je perds le premier, le second va prendre le relais. Ensuite, on a le shared, donc là c'est vraiment open bar entre guillemets, c'est-à-dire que on peut rajouter autant de consommateurs qu'on veut, on va consommer les messages du topic en question. Et ensuite, on a le key shared, donc là c'est le même principe, sauf qu'on va avoir ajouté le fait qu'on va utiliser une clé de partition, en tout cas une clé de souscription en fait, pour pouvoir répartir les consommateurs. Alors d'autres éléments, là on sort un petit peu de ces aspects-là, on n'est plus trop dans Pulsar strictement, en tout cas on est sur les features un petit peu de Pulsar, les choses qui sont annexes, ou en tout cas qui sont intéressantes, mais qui sont des petits plus. Le premier cas, c'est Pulsar Function. C'est quoi? C'est la possibilité dans notre cluster Pulsar d'intégrer du code, qu'il soit Java ou Python, pour procéder à des opérations, donc faire processer des éléments sur des messages pour envoyer dans d'autres topics, etc. Donc vraiment processer les choses à l'intérieur du cluster Pulsar, plutôt que d'avoir des applicatifs qui vont être externes, qui vont renvoyer des choses dans le cluster, etc. Là, on peut faire tourner quelque chose vraiment en interne directement, c'est ce qu'on appelle des functions. Ensuite, on a Pulsar.io. Là, c'est un petit peu différent. Le principe, c'est quoi? Donc le nom qui est, je trouve, un peu plus facile à comprendre, qu'on retrouve dans la documentation notamment, hein, c'est les connectors. Donc Pulsar.io, c'est les connectors. C'est quoi? C'est la possibilité d'ajouter des types de connexions assez spécifiques. Donc on a 2 types de connexions, hein. On a les sources et on a les things. D'un côté, donc les sources, le but c'est de récupérer de l'information. L'autre côté, les things, c'est d'envoyer de l'information quelque part. Et là, on n'est plus du tout en mode producteur-consommateur
au sens applicatif, mais vous voyez que les sources, par exemple, ça peut être des sources vraiment typées, type des fichiers, donc vraiment donner à Pulsar à manger des fichiers, et c'est lui-même qui va aller les manger, de se connecter sur un RabbitMQ, récupérer les messages d'un RabbitMQ, de Debezium, DynamoDB, Kafka ou MongoDB, et il y en a encore pas mal d'autres. De la même manière, donc on a récupéré des messages, on peut aussi les envoyer dans quelque chose qui est prévu pour récupérer ces informations. Donc ça peut être du Cassandra, du Elasticsearch, du HTTP, de l'HDFS, du ClickHouse, du Postgre, bref, il y a vraiment plutôt pas mal de choix. Enfin, dernière définition qui est importante, je trouve, à connaître dans Pulsar et qui n'est pas aussi connue que ça, parce qu'il y a peu d'applicatifs qui permettent encore ce type de fonctionnalité-là. Ça existe également en matière de base de données également, c'est aussi très très intéressant. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler. Il y a quelques moteurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui permettent ce type de fonctionnalité. C'est le tiered storage. Donc là, ça permet quoi? Ça permet en gros d'avoir des classes de stockage. Plus exactement, on va avoir des stockages, pas plus exactement, mais plus de manière simplifiée, on va avoir des stockages qui vont être différents en termes par exemple de temps de réponse. On va avoir du SSD par exemple, du disque mécanique et du S3. Eh bien on peut très bien faire en sorte qu'on va utiliser des stockages différents, par exemple du S3 pour stocker des messages anciens et faire en sorte d'avoir une volumétrie qu'on va pouvoir gérer extrêmement facilement grâce à ça et à faible coût finalement. Donc ça c'est extrêmement intéressant, donc cette gestion par classe de stockage, ça va permettre de stocker par exemple des messages courts dont on sait qu'on va forcément les utiliser tout de suite maintenant ou régulièrement, donc sur SSD par exemple, et puis on sait que on veut quand même garder de l'historique, on sait qu'on n'aura pas forcément beaucoup besoin ou peut-être pas besoin, mais on va peut-être les stocker sur S3 parce qu'on a les moyens de se payer ça, et derrière donc on va bénéficier de cette classe de stockage. Et finalement, Pulsar fera la couche d'abstraction entre les deux, donc ça c'est extrêmement intéressant. C'est une configuration qui se trouve au niveau du broker, donc la couche intermédiaire. C'est ce qu'on appelle également de l'offload. Et l'offload, on peut le faire dans Pulsar de deux manières, soit de manière automatique, généralement c'est plutôt ce qui est utilisé à base de threshold, soit sinon de manière manuelle également, on peut le lancer en mode complètement manuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.